En Ukraine, on assiste à une confrontation entre d'un côté un boxeur soutenu par l'Ouest et de l'autre un colosse appuyé par Moscou. Tandis que Vitali Klitschko met en garde contre une guerre civile, Viktor Yanukovych et la Russie accusent l'opposition de vouloir renverser un gouvernement démocratiquement élu. L'Ouest a proposé au président ukrainien une aide financière s'il accepte de conduire les réformes. Yanukovych peut-il encore rejeter un accord avec l'Occident? L'opposition peut-elle accepter un compromis délicat? Et quel rôle l'Europe doit-elle jouer désormais dans la crise ukrainienne? Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network pour discuter de toutes ces questions. Nous retrouvons au Parlement européen à Bruxelles l'eurodéputée allemande Rebecca Harms. Elle est membre de la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine et elle appartient au groupe des Verts. Depuis le studio d'Euronews à Bruxelles, nous retrouvons Amanda Paul du Centre de politique européenne. Et enfin, depuis le Parlement européen également, Steven Blockmans, chargé de recherche et chef de l'unité au Centre d'études politiques européennes, ou CEPS. Bienvenue à tous. Première question, commençons par Rebecca. L'Ukraine est-elle au bord de la guerre civile? À qui est-ce la faute? De la Russie, de l'Europe ou des deux? On a assisté aujourd'hui à une nouvelle escalade de la violence dans les rues de Kiev. À mon sens, il y a une idée derrière tout ça. Viktor Yanukovych et ses amis politiques pensent que c'est uniquement avec des moyens de répression basés sur la police spéciale et les hooligans qu'ils pourront se débarrasser du mouvement pacifique Euromaïdan. Au passage, j'aimerais souligner que nous avons invité à la fois l'opposition et le gouvernement qui ne pouvaient pas être présents en raison des récents événements. Passons à Amanda. Qui est responsable, selon vous, de la situation actuelle? Je suis d'accord pour dire qu'on peut rejeter la responsabilité principale sur le président Yanukovych et ses alliés. Le président ukrainien n'est clairement pas intéressé par un règlement politique de la crise. La violence n'est pas la voie à suivre, mais dans l'autre camp, je pense que les manifestants ne partiront pas, quelle que soit la dureté de la répression. Ils vont se battre pour leur liberté et on l'a vu, ils sont prêts à mourir pour ça. Steven, voyez-vous arriver la guerre civile? Pas immédiatement, mais je pense qu'il y a un risque important de radicalisation que l'on distingue aussi chez les manifestants. Donc oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La police et le gouvernement, qui la soutient, conduisent la répression. Mais les leaders de l'opposition ont également la responsabilité de contenir les forces en présence sur Maïdan. Mais on voit que l'opposition peine à les contrôler. Rebecca, va-t-on assister à une scission de l'Ukraine? Au bénéfice de qui? Mon sentiment depuis le tout début, c'est que ce mouvement citoyen contre la corruption et en faveur de l'état de droit est bien plus puissant que ce que nous avions connu jusqu'ici en Ukraine. Et je pense que c'est ce combat contre la corruption qui rend M. Yanukovych et d'autres si nerveux. Amanda, vous voyez les choses comme ça? Vous pensez que les Russes s'inquiètent de perdre le contrôle? Ils aimeraient peut-être conserver le port de Sébastopol pour leur flotte? Oui, absolument. La Russie considère l'Ukraine comme une partie indivisible de la Russie. Ils veulent un gouvernement ukrainien qui mette les intérêts russes au cœur de sa politique. Certains députés russes ont déjà exprimé l'idée de soutenir des régions sécessionnistes, principalement la Crimée et les régions orientales. Donc oui, la Russie a des intérêts significatifs en Ukraine. Steven, vous voyez les choses comme ça? Absolument, je suis d'accord. Bien sûr, les Russes ont un intérêt industriel à l'Est et la flotte de la mer Noire est basée à Sébastopol, en Crimée. Ce sont des régions où la langue russe est majoritaire et qui se sentent culturellement plus proches de la Russie. Donc, comment éviter un conflit, Rebecca? J'aimerais une présence européenne accrue sur le terrain, à Kiev. Je me suis toujours battue pour une mission d'observation permanente. Des Européens qui sont sur le terrain, qui discutent avec les différentes parties pour empêcher une nouvelle escalade. Mais cette idée a pour l'instant échoué. Nous ne sommes pas là-bas, je suis ici et je ne suis pas d'accord avec cette faible présence de l'Union européenne en Ukraine.
Amanda, certains disent, des officiels allemands par exemple, estiment que l'OSCE devrait être sur le terrain parce que les Russes en font partie et que par conséquent l'OSCE serait un observateur plus neutre. Je pense qu'il faut arrêter de débattre de qui fait quoi. Arrêtons avec les slogans. Nous devons avoir un accès politique au plus haut niveau dans les rues pour mettre fin à l'effusion de sang. L'Union doit prendre des mesures bien plus décisives. Nous devons aller de l'avant avec des sanctions ciblées, le gel des avoirs, des interdictions de voyager pour ceux qui peuvent influencer les membres du Parlement et l'élite politique ukrainienne. On a besoin d'action et on en a besoin maintenant. Ok, que dire de l'offre faite par l'Union européenne qui a été rejetée par M. Yanukovych? Certains disent qu'il avait raison de ne pas l'accepter sous cette forme. Steven, pensez-vous que l'UE proposait suffisamment à M. Yanukovych pour qu'il accepte de signer l'accord d'association? Eh bien, la proposition n'était pas adressée à M. Yanukovych en personne, mais à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Je pense que cette offre était suffisamment intéressante. Peut-être qu'à court ou moyen terme, l'impact économique aurait été négatif côté ukrainien, en particulier car le pays est au bord de la faillite. Mais l'Union européenne aurait pu intervenir plus tôt en fournissant une assistance technique et financière. Rebecca, un membre polonais du Parlement européen, milite pour un plan Marshall, un plan d'aide pour l'Ukraine plutôt qu'une loi martiale. Je préférerais vraiment que l'Union fasse de vraies propositions pour le développement économique du pays, parce que jusqu'ici, le FMI, les États-Unis et l'Europe ne font que négocier. Certains disent que l'Ukraine devrait à la fois signer un accord d'association avec l'UE et un partenariat commercial avec les Russes. Pensez-vous que c'est une solution, Amanda? Le scénario optimal serait que l'Ukraine puisse obtenir son premier choix, l'intégration européenne, tout en continuant également à avoir de bonnes relations économiques avec la Russie, parce que c'est un partenaire clé de l'Ukraine et ils en ont besoin. Mais jusqu'à présent, nous n'avons vu aucune flexibilité du côté russe pour faire en sorte que cela se produise. Ok, Steven, pensez-vous qu'il y a une solution? Pensez-vous que l'Europe puisse vraiment intervenir, qu'elle en a la capacité? Ou bien les 28 sont-ils toujours divisés sur la question? Les 28 sont divisés sur les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Europe. Ce que l'Union et les États membres doivent faire, c'est tendre davantage la main aux citoyens ukrainiens, faciliter la coopération transfrontalière, renforcer la mobilité de la population à travers la libéralisation des visas pour les étudiants, les sociétés civiles et autres. Rebecca, vous pensez que c'est la solution? C'est difficile de rassembler les 28 sur ce point. Tous ne veulent pas, par exemple, que l'Ukraine rejoigne l'UE. Je pense que le problème principal, c'est que les intérêts avec la Russie ont pris le dessus sur tout ce que nous avions préparé pour l'Ukraine. La première chose que nous devons faire, c'est empêcher que la situation ne se transforme en une guerre civile. Les récentes victimes dans les rues de Kiev, c'est également l'échec de l'Union. Amanda, très rapidement, dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, l'Union doit agir de manière décisive désormais. Il faut qu'elle soit sur le terrain. Cela doit s'accompagner d'une stratégie propre pour l'Ukraine qui va de pair avec une stratégie adéquate pour la Russie. Nous devons arrêter de tergiverser. C'est notre voisin. Il y a 45 millions de personnes là-bas qui ont besoin de nous. Amanda, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à nos invités, Rebecca Harms, Amanda Paul et Steven Blockmans. Je suis Chris Burns. À bientôt. Merci de vous être connectés à The Network.